Bonjour, je m'appelle Julien Salot, je suis artiste contemporain, je vis et je travaille à Lille. Le sauvage pour moi déjà en fait c'est une question d'humain en fait. Parce que les animaux, j'ai pas l'impression vraiment qu'ils se la posent. C'est toujours pour nous de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Et en fait déjà la première chose, euh, c'est que c'est un ensemble d'exemples d'altérité, ce qui est sauvage, contrairement à nous. Ce que j'aimais bien dans les mondes sauvages, c'est qu'en fait, c'était pas trop compliqué d'y trouver ma place. Euh, à savoir que quand tu te promènes dans une forêt, si tu sais marcher doucement, sans faire trop de bruit, mais tu peux croiser des animaux si tu essayes de les trouver, si tu apprends à connaître leur chemin, si tu t'intéresses à eux, en fait. Assez rapidement, tu peux rentrer dans leur ronde. Et moi, ce que j'ai très rapidement aimé dans les milieux sauvages, c'est ça en fait, c'est de réussir à m'intégrer à une communauté, alors sauvage en l'occurrence, mais avec beaucoup plus de facilité que j'arrivais à m'intégrer dans la communauté des humains, notamment en ayant grandi dans des banlieues un peu chaudes. Ça pouvait être un petit peu compliqué. Euh, L'autre donnée qu'il y a depuis longtemps, en fait depuis le début, parce que moi je suis né avec les débuts des problématiques environnementales. À l'époque, on ne parlait pas encore de réchauffement climatique ou de choses comme ça, mais par contre, on parlait beaucoup de la préservation des espèces. Enfin, la Convention de Washington, c'était 79, hein, je crois, c'était 2 ans après que je sois né. Me sentant à l'aise dans les territoires sauvages, je me suis très vite demandé de quelle manière je pourrais participer à les préserver. Euh, du coup, après, il y a toute une série d'études qui se sont produites, qui ont consisté en un glissement lent des sciences dures aux arts plastiques en passant par les sciences molles. Mais finalement, c'est avec l'art que j'ai trouvé le moyen d'aborder vraiment la question avec mes moyens. Parce que moi, j'ai pas une logique. Mon intelligence, elle n'est pas du tout logique. J'ai eu beau faire tout ce que je voulais, les mathématiques ou la physique, même la biologie, c'était trop compliqué pour moi. Euh, alors qu'avec l'art, d'une part, je pouvais travailler avec mes outils, notamment un imaginaire qui est quand même relativement développé depuis pas mal de temps. Et l'autre truc, c'est la partie ethnologie dans mon cursus universitaire. Je me suis beaucoup intéressé, notamment à étudier les Aztèques à la fac de Nanterre en ethnologie. Je me suis beaucoup intéressé aussi au peuple amazonien que j'ai pu rencontrer par la suite. L'avantage de ce qu'on appelle les peuples premiers, c'est qu'ils ont une écologie qui est à peu près propre, qui est quand même globalement propre. Les pygmées d'Amazonie, ils ont été propres pendant super longtemps. Les Amazoniens, pareil, il y en a encore plein qui le sont, mais vraiment, ils ont une écologie avec zéro dégâts, ou très très peu. Ou en tout cas, les dégâts qu'ils produisent, ils sont capables de les rattraper. Et du coup, en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi et que j'ai cumulé toutes ces expériences, et au fur et à mesure, elles ont commencé à s'agglomérer, à se condenser, à s'hybrider, et puis ça a donné le travail que je développe depuis maintenant une petite dizaine d'années. Il se trouve qu'en fait, déjà, j'ai commencé par essayer le contre-exemple. Ça veut dire que j'ai bossé dans l'environnement pendant quelques années, en Guyane. Euh, et en fait, je travaillais pour une association qui s'occupait d'évaluer l'impact des activités humaines sur la faune sauvage et la flore, du coup. On avait un espèce de protocole qui nous permettait en fait de compter les densités d'animaux selon les différentes zones, sur des pistes qui étaient ouvertes à la déforestation, qui étaient utilisées du coup par les chasseurs. Ça nous amenait à donner des conseils pour envisager l'ouverture des pistes forestières de manière à garder des corridors qui permettent à la faune de pouvoir continuer à remonter du sud de la Guyane dans les territoires peu occupés jusqu'au littoral. C'était très intéressant comme boulot. Mais alors déjà, moi, il y a deux choses qui m'ont un peu bloqué. Le premier, c'est que en fait, dès que je voyais un animal sauvage, en fait, je n'étais pas censé m'arrêter pour le regarder. Mais enfin, moi, je sais pas, mais regarder un animal sauvage, ça m'a toujours donné des sensations fortes. Ça veut dire que tous les jours, j'étais à la même heure, au même endroit, et que du coup, les animaux, ils font un petit peu pareil. Et il y en avait avec lesquels on se retrouvait comme ça, et ça a créé
des sortes de familiarité, hyper basiques hein, par rapport à celles qu'on connaît entre humains, mais c'était quand même des moments de familiarité. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que les conseils qu'on donnait derrière, en fait, on avait un avis, c'était purement consultatif, et en fait, les gens s'en foutaient un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des pistes qui ont été ouvertes par la suite et qui ont été mal tracées. Parce qu'elles ont fermé des zones où la faune a commencé à disparaître, et du coup, quand la faune disparaît, la flore aussi. Donc, travailler dans les sciences, déjà, quand on n'a pas les outils intellectuels, c'est dur. Mais en plus, quand on se rend compte que, à partir du moment où on a fini la recherche, il faut rentrer dans le domaine du politique, là, ça devient quand même un petit peu compliqué. Et puis, le truc, c'est que moi, en fait, ce qui fait que je m'intéresse aux animaux et à la nature depuis que je suis enfant, c'est justement les sentiments que j'ai pu avoir, soit en étant môme, à regarder un pan du jour éclore, ou un flambé, élever des chenilles de flambé ou de macarons en allant chercher des carottes sauvages. Un peu plus tard, c'était tomber sur un groupe de coatis ou de cochons-bois au milieu de la forêt guyanaise, ou de sauter par-dessus un tronc et derrière il y avait un jaguar et sa maman. C'était plein de choses comme ça qui sont des souvenirs, qui sont vraiment ancrés dans ma tête et ils font que moi maintenant j'ai envie de m'occuper de l'environnement. Parce qu'en fait le truc c'est que si on ne le connaît pas, l'environnement, comment est-ce qu'on peut prétendre en prendre soin? Et puis de toute façon la base du soin c'est qu'on prend soin de ce qu'on aime. Alors après on n'est pas obligé de tout aimer, hein. Moi je ne vis pas dans un monde de bisounours, mais quand même, moi ce qui m'intéresse avec l'art c'est que je peux travailler sur les sentiments des gens. Alors après, si à l'issue de mon travail, ils détestent la nature, soit. Je ne suis pas là pour essayer de convaincre les gens. Mais ceux qui ont des rapports complètement plats, des sentiments tout plats, proches du zéro, bah, peut-être que je peux réussir à leur faire monter la jauge. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on réussira à faire quelque chose. Parce que là, on est en l'état actuel de la situation. Ça n'avance pas. Du coup, moi, ce qui m'intéresse dans l'art, ouais, c'est le pouvoir du sentiment. À travers mon travail, c'est passé par plusieurs biais. Et la première partie dont je suis actuellement en train de plutôt de me détacher, c'était tout ce qui portait sur l'ensemble que peuvent former la vie et la mort. Pourquoi? Parce que peut-être que tout simplement, en fait, c'est à partir du moment où une chose meurt dans notre entourage direct, une chose ou une personne, hein, et à partir du moment où elle est confrontée à l'absence, que certains sentiments peuvent apparaître. J'ai cru constater depuis quelque temps qu'en fait les gens qui ont connu des deuils avaient par exemple une empathie un petit peu. S'ils se sortent bien de leur deuil, ils ont une empathie qui se développe en fait. Parce que l'absence de la personne ou de l'animal qu'on a aimé, en fait, elle va avoir un impact positif sur les sensations qu'on développe à l'égard des autres vivants qui nous entourent. Du coup, il y a eu toute une part de mon travail qui a porté sur la mort, et notamment par le biais des animaux empaillés. Donc, j'ai commencé à en travailler à partir de 2008. Et les premières séries s'appelaient les animaux stellaires. Alors du coup, c'était soit des trophées de sanglier, trophées de chevreuil, trophées de cerf, soit des bêtes entières que je criblais de clous. Et entre ces clous, en fait, je tendais des fils avec des perles enfilées dessus. Du coup, ça donnait comme une espèce de... tu vois les tableaux qu'il y avait dans les années 70 qui étaient faits avec des clous et des fils. Bon, c'était un petit peu ça, mais avec que du motif géométrique à la base et des fils couverts avec de la perle. C'était un travail en référence aux travaux d'une ethnoastronome qui s'appelle Chantal Jek-Volkiewicz et qui a travaillé beaucoup sur les grottes ornées, notamment celle de Lascaux. Elle avait notamment prouvé que l'emplacement des points principaux des animaux à l'intérieur de la grotte
correspondait à l'emplacement exact des étoiles dans le ciel, mais pas n'importe quelles étoiles, celles qui constituent les constellations, qui permettent euh, de se repérer à la fois dans le temps et dans l'espace, en fait. Et d'après elle aussi, mais ça c'est encore plus controversé, le soleil rentrait dans cette grotte le jour du solstice d'été. Voilà. Donc du coup, moi j'aimais bien cette image parce que pour moi c'était un peu comme le mode d'emploi de la transe. Parce qu'en fait tu rentrais dans une grotte qui est un milieu fermé, comme un corps humain en fait. Un corps humain, la plupart du temps, c'est notre corps, il y a un intérieur, un extérieur, et on est super vigilant sur ce qui passe la frontière dans un sens comme dans l'autre quand même. Sauf que, une fois par an, quand le soleil rentrait, en fait, quand on regardait la paroi, ce qu'on voyait, c'était ce qu'il y a de plus lointain dans notre monde, à savoir les étoiles. Du coup, c'est comme si la paroi devenait transparente. Et moi, j'aimais bien ce truc-là parce que ça, ça renvoie un petit peu à ces choses que j'ai un peu approchées par le biais d'Amérindiens de Guyane qui m'ont aidé à enterrer mon jeune frère et à faire mon deuil. Eux, ils m'ont parlé un petit peu de la transe. Et ils la vivent, mais pas avec des plantes hallucinogènes comme au Pérou ou dans d'autres endroits du Brésil ou au Mexique où ils prennent du cactus. Enfin, non, eux, c'est avec le venin des animaux, les insectes ou même les raies de rivière. Et du coup, ils m'ont parlé un petit peu de ça. Moi, j'en avais entendu parler par le biais de mes cours d'ethno. J'ai pris ça un peu pour du folklore. Et finalement, en fait, je me suis tapé des petites transes, après des piqûres d'animaux. Et ça, en fait, ça a aussi modifié la façon, mon rapport au monde. Alors après, comment ça marche? Mais alors, mais je veux même pas le savoir. Parce qu'en fait, le principe de tout ce qui peut être magique, c'est que ça reste magique tant que tu le comprends pas. Dès que tu essayes de le découper, de le disséquer, c'est un peu comme l'histoire de la poule aux œufs d'or. En fait, si on tue la poule pour savoir comment elle pond les œufs, bah, elle arrête d'en pondre, et puis s'il n'y en a pas d'autres, bah, c'est foutu pour les œufs d'or. Alors, moi, en règle générale, dès qu'il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe dans mon environnement, en fait, je ne sais pas de le piger. Mais par contre, quand ça a un impact, je le constate. Donc du coup, avec ces histoires d'animaux empaillés, avec des clous, donc du coup, la peau de la taxidermie, c'est un peu comme l'image de la grotte. Le clou, c'est un peu comme les étoiles. Ça veut dire que en fait, les étoiles, c'est comme la peinture qui permet à la paroi de devenir un peu transparente, en fait, poreuse. Et puis les perles, les fils tendus, c'est un peu comme ces systèmes qui consistent à relier les étoiles entre elles pour faire des constellations. Voilà, du coup, ça, c'était un premier ensemble d'œuvres qui avait aussi un impact assez intéressant parce que du coup, une taxidermie, en fait, je me suis longtemps demandé ce que c'était une taxidermie. Parce que moi, je l'ai kiffé. Parce que ça me rappelait toujours, enfin, tu vas dans n'importe quel musée d'histoire naturelle de France, si tu as des taxidermies pas trop mal faites, en fait, quand tu les vois, ça va te rappeler le souvenir de la bête que tu as vue. Je sais pas, tu vois une scène avec des grèbes huppées, des hérons cendrés et tout, et ça te rappelle un étang que tu as vu. Moi, par exemple, ça me rappelle des étangs que je pouvais voir dans l'Oise. Tu vois un chevreuil empaillé au milieu de la forêt, ben moi, ça me rappelle quand j'étais ado et que j'allais les photographier dans la forêt. Mais en même temps, en fait, il y a vraiment un truc chelou avec ses yeux de verre. Parce que on veut donner l'apparence du vivant à quelque chose qui est mort. Et ça, en fait, pour moi, c'est une espèce d'arnaque. Et je crois qu'elle a quelque chose à voir avec cette espèce de mauvaise foi qu'on cultive à l'égard de l'environnement. Parce que à l'heure actuelle, en fait, les problématiques environnementales, elles sont soulevées, mais en masse, par des scientifiques, par des penseurs, par des philosophes, par beaucoup de gens. Et en même temps, on a la population à côté qui... il y a une espèce de mauvaise foi, il y a un truc bizarre, une espèce de mensonge qui est collé quelque part et qui fait que ça empêche d'avancer. Et moi, j'ai l'impression que les taxidermies, il y a un peu cette affaire-là.
Et du coup, là où c'était intéressant de travailler avec, notamment le fait de planter des clous dedans. Tu as une jolie biche. J'en ai une comme ça, une jolie biche qui regarde un peu sur le côté. Elle est super gracieuse et plutôt bien empaillée. Et quand les gens voient l'œuvre finie avec les clous et les perles, ils disent « Oh, la jolie petite biche avec sa couronne de perles, mais c'est magnifique !» Alors du coup, ils aiment bien. Sauf qu'en règle générale, et notamment chez les plus jeunes ou les gens qui aiment les animaux, au bout d'un moment, ils découvrent qu'il y a eu le geste de planter un clou dans un animal mort, mais potentiellement avec un marteau, tu vois, parce que quand même, quand tu mets des clous de 20 cm comme ça, c'est pas rien, quoi. Et là, d'un coup, il y a une espèce de truc entre attraction et répulsion qui fonctionne sur les gens. Et en fait, moi, j'aime bien ces travaux-là. Pourquoi j'aime bien? Parce que du coup, entre le côté où ils ressentent de la répulsion et le côté où ils ressentent de l'attraction, en fait, il y a tout un spectre dans lequel eux, ils vont pouvoir se positionner dans leurs émotions. Et moi, je trouve que c'est important de réouvrir le champ des possibles dans les sentiments et même dans plein de choses, quoi. Parce que si on a une vision trop étriquée des choses, en fait, on loupe plein des autres chemins qui peuvent être envisagés tout simplement parce qu'on ne les a pas vus. Du coup, c'est ça. Moi, je ne veux pas donner des leçons ou rendre les gens coupables ou des choses comme ça. Je crois que ça ne sert à rien. Mais au moins, leur donner une expérience qui, s'ils la prennent, fera que peut-être qu'ils pourront découvrir des sentiments qu'ils ne connaissent pas jusqu'à présent et qui pourront les explorer. Suite à cette première série, et grâce à Jean Deloisy qui dirigeait le Palais de Tokyo à l'époque, quand il a fait la réouverture en 2012, il m'a demandé de faire ce que je faisais sur mes animaux empaillés, mais directement sur les murs, mais sans perles, avec du fil blanc et de la lumière noire, ce que j'avais déjà fait avec certains animaux. Et ça m'intéressait parce que, en fait, du coup, si par exemple, tu as un chevreuil empaillé, tu le couvres avec des clous et du fil blanc. En lumière blanche, en fait, tu vas voir le corps du chevreuil et les clous qui emmènent les fils et qui grossissent un peu son volume. Mais du coup, tu vois quand même le chevreuil à l'intérieur. Si tu switches en lumière noire, et bien là, d'un seul coup, en fait, le corps, il disparaît. Et les clous aussi. D'un seul coup, il n'y a plus que les traits qui apparaissent. Et là, on tombe dans des images qui renvoient à la fois à l'imagerie 3D, tu vois, des choses comme ça, mais ça renvoie aussi carrément aux étoiles, du coup, encore plus, parce que du coup, on est dans le noir, et puis ça crée... si la pièce est toute noire, ça peut créer vraiment des basculements dans le rapport à l'espace, s'il y a des anamorphoses ou des choses comme ça. Donc du coup, la première grotte stellaire que j'ai faite, c'est le nom des pièces. Elle était au Palais de Tokyo, dans la salle Alice Guy, pour la réouverture. Et du coup, j'avais fait des chevreuils qui galopaient, parce que c'est une salle de cinéma, la salle Alice Guy. Donc il y avait des chevreuils qui galopaient de la fenêtre de projection jusqu'à l'écran. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, leur galop était de plus en plus grand, ils faisaient des bonds et puis ils finissaient par se diluer un petit peu dans les étoiles. J'ai poussé ensuite cette série dans différents lieux. Ça m'a permis de pas mal voyager. Mais la plus belle que j'ai faite, c'était le fleuve Céleste que j'ai installé en 2015 dans les caves à Kerman, qui sont des caves de pétillant de Loire. Et en fait, ils ont débuté une résidence d'artistes, parce qu'ils voulaient que ce patrimoine de caves soit visité par les touristes et qu'il y ait des belles choses qui les mettent en valeur. Et du coup, j'étais le premier résident. Donc c'était une grotte artificielle, mais qui faisait à peu près 60 mètres de long, sur 7 à 30 mètres de large, et 4 à 6 mètres sous plafond. Du coup, en fait, et ils m'ont accordé de travailler avec mon assistante de l'époque et 7 stagiaires des écoles d'art alentour. Et en tout cas,
Mes 7 stagiaires, mon assistante et moi, on a travaillé pendant 5 semaines dans la grotte pour construire le fleuve Céleste. C'était un espace qui était immense. Et moi, en fait, j'ai pas une pensée scientifique, mais j'ai pas non plus une pensée d'architecte. Alors, si tu me demandes de faire la maquette d'une œuvre en préalable, je suis incapable de le faire. Parce que je construis toujours les choses au fur et à mesure, et puis surtout dans des espaces comme ça. Là, en l'occurrence, c'était une grotte avec des parois en tuffeau, avec parfois des silex, parfois des fossiles et tout. Donc, du coup, on était obligé de s'adapter quand même à l'endroit. Mais au début, on a mis des poissons avec un tourbillon. Un peu plus loin, il y avait un danseur à tête de chevreuil. Il y avait un silure à tête de chauve-souris avec un sacré cœur, avec un cœur là qui rayonnait à travers tout l'espace. Il y avait des martins-pêcheurs, des libellules, des poissons volants. En fait, on a des canards, des hérons, un petit peu d'architecture aussi, avec une reprise de la cuisine de Fontevraud, de l'abbaye de Fontevraud. L'installation, elle a été réalisée en plusieurs morceaux parce qu'en fait, au début, on n'avait pas la lumière noire nécessaire pour faire tout l'espace. Donc en fait, on était dans cette espèce de grand tuyau là, et puis on travaillait 10 mètres par 10 mètres. Sauf que quand tu travailles comme ça sur des petits espaces et que tu as le noir à gauche, à droite et en haut, en fait, si tu veux que ce soit péchu visuellement, faut envoyer un petit peu de bois quand même, parce que tu as tout le noir autour. Et puis à la fin, en fait, quand ça a été allumé, que tout était illuminé en même temps, on s'est rendu compte que la pièce, elle était... En fait, on a cru qu'il y avait quelqu'un qui était venu derrière nous pour finir le taf, quoi. Moi, je ne m'attendais pas à ce à quoi ça ressemblait à la fin. En fait, la pièce, elle nous a un peu tous dépassés. Et moi, le premier. Peut-être aussi à cause du fait qu'on ait manqué de lumière. Parce qu'on a fait l'installation au printemps, ce qui fait qu'en fait, on voyait la lumière du jour que de midi à 13h. Et je sais pas si tu as déjà essayé, mais vivre sans lumière, en fait, ça a vraiment des conséquences sur le caractère. Pas qu'un peu. Mais en tout cas, cette pièce-là, je sais qu'il y a des gens qui m'en ont parlé en me disant que c'était un petit peu comme une... Ouais, si, il y a une journaliste qui m'avait dit que pour elle, c'était un peu comme une... Il y avait quelque chose de sacré comme une chapelle ou quelque chose comme ça. La pièce, elle est restée 3 années en place. Et elle a eu un succès fou. Les gens, ils venaient, ils revenaient pour la revoir. Et je pense qu'elle a eu un impact positif. Après, c'est quand tu es artiste, en fait, l'histoire, c'est que tu peux pas passer ta vie à écouter ce que les gens disent des œuvres d'art qui sont exposées. Parce que moi, je commence à bien travailler. Du coup, j'ai des œuvres qui peuvent être exposées à différents endroits en même temps. Pour moi, c'est impossible de faire un suivi sur ce que pensent les gens du boulot. Mais je reste convaincu, ne serait-ce que par les sentiments que j'ai pu voir dans ceux qui l'ont vu. J'ai vu des gens avec des larmes dans les yeux quand même. Quand tu es artiste contemporain et que tu as des gens qui ont des larmes d'émotion dans les yeux, eh ben, enfin, en tout cas, moi, je me dis que j'ai fait mon taf. Enfin, en fait, ce que je partage, c'est ce que je connais. C'est des expériences que j'ai vécues. Du coup, moi, les questions de métamorphose, si j'ai tant travaillé dessus pendant tout un moment, c'est parce que j'avais besoin de comprendre les miennes, en fait. Parce que régulièrement, je deviens quelqu'un d'autre dans mes comportements. Parfois même dans le ressenti que j'ai de mon propre corps ou dans la façon de l'habiter. Mais par contre, il y a un truc qui est relativement clair, c'est que en fait, mon travail et moi, on n'est pas vraiment la même chose, mais par contre, on avance en tandem. C'est-à-dire que quand mon travail commence à se transformer, en règle générale, c'est que moi, je ne suis pas très très loin de l'être et inversement. Donc du coup, moi, les transformations que j'ai connues, enfin, il y en a une grosse notamment, c'était suite à un deuil, du coup. Celui de mon petit frère qui a été enterré avec l'aide des Indiens Wayana de Guyane.
où avant, j'étais élevé par une famille athée, j'ai pas été baptisé, je suis pas allé au catéchisme. Du coup, ouais, j'ai appris bien après l'histoire de la religion qui est un petit peu quand même dans mes racines, puisque mes grands-parents étaient tous catholiques, donc c'est quand même bien aussi de savoir d'où on vient. Mais initialement, en fait, j'avais pas de de religion, j'avais pas vraiment de foi non plus. L'avantage d'avoir été brièvement initié, on va dire, hein, par les Amérindiens au chamanisme, euh, c'est que ça m'a donné une certaine, ça m'a collé une certaine forme de foi, en fait. Mais finalement, j'aime bien ça. Et c'est Elisabeth de Fontenay qui dit de la foi il faut pas oublier sa capacité à fournir du donné. Voilà, c'est un peu étrange comme phrase, mais en même temps, moi, elle me parle profondément cette phrase. C'est que, en fait, il y a aussi peut-être des moments où, quand, si toi-même t'es plastique, souple, tu vois, que tu peux te transformer, euh, bah, c'est bien aussi enfin, dans un monde comme le nôtre, en fait, c'est bien de pouvoir faire les choses par étapes. Tu peux pas transformer tout en même temps. Moi, j'ai essayé il y a pas longtemps, j'ai arrêté parce que si tu changes tout en même temps, en fait, d'un seul coup, tu n'as plus le rapport à tout notre mode de vie, il peut exploser. Et du coup, ça donne des situations où finalement, ce qui pourrait être propice au changement qui est nécessaire donne lieu à des situations qui peuvent être dangereuses sur des plans soit purement matériels, soit. Enfin, ça peut être des questions hyper basiques aussi. Euh, du coup, euh, voilà, déjà, mon rapport à les métamorphoses, c'est un peu ça déjà. Euh, et après, pourquoi est-ce que... Enfin, comment j'essaye de le partager avec les autres? Alors, il y a des choses qui ont fonctionné avec moi. Et puis ensuite, il y a mes études en ethno qui m'ont donné quand même quelques clés pour comprendre comment les choses pouvaient se passer. Et puis on a quand même, aujourd'hui encore, même s'ils sont de moins en moins nombreux, on a quand même des peuples qui ont un rapport euh, à la terre et au sauvage qui est complet. Récemment, je suis allé faire un voyage au Tibet et j'ai trouvé que le Tibet, c'est un territoire où les gens, ils sont aussi sauvages que la nature. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais voulu que les ressources soient exploitées. Donc, enfin, bon, du coup, maintenant, les Chinois, ils exploitent à fond, mais tu fais 50 km sur le territoire et en fait, tu vas rencontrer des tas de paysages différents, des dunes, des montagnes de granit, des montagnes avec une autre roche, des vallées. Avec une rivière qui coule. Mais on a ça aussi dans certains endroits, mais nous, en fait, le territoire, on l'a rendu assez homogène, en fait. On a asséché les marais, on a fait plein de choses, quand même, sur notre territoire en Europe. Euh, alors que, ouais, voilà, il y a des endroits comme ça, où la nature est encore à peu près complète, euh, et où les gens euh, sont encore à peu près sauvages. Mais encore. Donc, je crois qu'une de mes pires angoisses, c'est d'imaginer qu'ils finissent par tous disparaître. Enfin, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de transformer toute la nature en humanité. Mais du coup, la diversité de la nature, elle est censée quand même se réexprimer à travers notre propre humanité à nous, tous. On est tous sur des territoires différents. Du coup, on a tous des rapports au territoire qui sont différents, à la faune, à la flore. Euh, et pour moi, ces peuples-là, ils sont importants parce que c'est les gardiens de ça, en fait, de cette espèce de diversité, euh, qui s'oppose un peu au truc hyper homogène que nous, on pratique et qu'on essaye de répandre.
Enfin, par exemple, tous les peuples amazoniens, c'était des grands guerriers. Enfin, ils voulaient choper une meuf dans le village d'à côté, ils y allaient avec le casse-tête, ils pétaient la tête à tout le monde, et ils chopaient la meuf, ils la violaient, puis une fois qu'elle a porté le deuxième enfant, puis qu'elle avait le syndrome de Stockholm, elle était intégrée dans la communauté. Au Mexique, c'est pareil, c'est un pays qui m'intéresse beaucoup en ce moment, j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Bon, bah, les Aztèques, quand même, c'était pas des enfants de cœur, enfin, ils faisaient un peu flipper, hein. Et même les Mexicains contemporains, enfin, entre les narcos et la police corrompue, et c'est quand même pas un pays où, euh, où on est en sécurité, mais en même temps, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que du coup, qu'est-ce qu'ils ont de sauvage, eux, pour moi? En fait, si on compare les sentiments, euh, par exemple entre le Mexique et la France, bah, moi, le ressenti que j'ai, mais c'est que le mien, hein. Parce qu'en fait, ici, on a des petits sentiments. On a, on a des petites fraternités, on a des petites amours, mais en même temps, du coup, on a des petites cruautés, on a des petites violences. Alors, je dis pas qu'il y a personne qui fait des grandes violences ou des choses comme ça, mais globalement, en fait, je trouve que ici, par rapport au Mexique, les sentiments, ils sont tout petits. Parce que là-bas, par contre, les amitiés, les amours ou même les cruautés, en fait, tous les sentiments, ils sont plus grands. Parce qu'en fait, dans le sauvage, il n'y a pas de tentative de maîtrise des sentiments dans leur ampleur. En fait, le sauvage, quand il ressent un truc, il le ressent tout de suite. Et ça a un impact direct sur sa façon d'agir. Alors que nous, bon, on a voulu tous les rétrécir, parce que comme ça, au moins, bon, bah, si t'aimes moins, du coup, quand ça finit, tu souffres moins. Si t'es moins cruel, peut-être que tu prendras moins de temps quand tu iras en prison. Enfin, du coup, voilà, on est dans une vie qui est beaucoup plus confortable, mais d'un autre côté, en fait, nos sentiments, ils sont tout petits, tout étriqués. Euh, et du coup, c'est un peu le point auquel je suis actuellement sur cette question-là, en fait. Euh, Après, j'aimerais bien le développer d'une manière qui peut paraître un petit peu stupide, c'est que je voudrais danser avec un puma sauvage. Du coup, ça fait un petit bout de temps. J'avais essayé de lancer l'opération en proposant de faire la même chose avec les tigres de Vladivostok pour un prix d'art contemporain, mais je pense qu'ils ne me l'ont pas donné parce qu'ils n'ont pas voulu que je meure bouffé par un tigre. Mais j'aime bien les félins parce que les félins, ils ont cette espèce de truc ils ressentent un truc et tout de suite, ce sentiment, il va déboucher sur un comportement. Et ils peuvent changer de sentiment super rapidement. Hum, Et du coup, moi, je pense que les gros félins sont un petit peu comme les petits félins et que nos chats, ils ont gardé ce truc-là du sauvage, de passer d'un sentiment à son extrême opposé tout naturellement. Et c'est pour ça que j'aimerais bien réussir à danser avec. Hum, Parce que je me dis que ça me permettra d'en apprendre un petit peu plus sur... Parce que les sentiments des humains, après, au bout d'un moment, tu commences à en avoir fait le tour, mais quand tu es bloqué, où est-ce que tu vas chercher la suite? Et c'est pour ça que les animaux, ils sont intéressants aussi. C'est parce que eux, en fait, ils peuvent nous proposer des alternatives. C'est un peu comme les autres humains sauvages, en fait. Tout ce qui vit, c'est une potentialité de développement de la vie dans un sens que les autres ne proposent pas. Du coup, et puis nous, on veut tout faire sur une seule voie, là, comme ça. Parce que le jour où on va se planter dans le mur, ça va être un peu la grosse misère. Il faut se garder le- les, les- les alternatives, les autres possibles, même si, même s'ils nous sont un peu étrangers à la base. Le chamanisme, moi, c'est un système qui m'intéresse beaucoup et qui me convient bien. Je m'en suis construit une forme. En plus, les ethnologues ils disent qu'il y a autant de formes de chamanisme que de pratiques du chamanisme. En fait, c'est un truc qui est hyper souple et toujours ancré dans son environnement direct, ou on dirait local aujourd'hui.
Seulement, l'autre donnée qui est quand même assez importante dans le chamanisme, c'est qu'en fait, c'est totalement culturel. Ça veut dire que ça repose sur un ensemble de légendes, de pratiques rituelles, de tabous alimentaires ou autres. En fait, c'est un système construit quand même, qui prend ses sources directement dans la nature, mais ça reste quand même un système construit. Donc, à l'heure actuelle, où quand même une grande majorité des cultures à chaman sont en train de perdre leur tradition, ou encore, moi, un truc qui m'ennuie un petit peu, dans le fait, par exemple, que chez les Wayanas de Guyane, il y a un moment, il y a des ethnologues qui ont décidé d'inscrire les kalaos, qui sont les chants traditionnels pour les rites de passage à l'âge adulte. Mais c'est des chants qui durent plusieurs jours, hein. Donc ils ont décidé d'enfermer les kalaos dans un livre. Dans un livre. Mais en fait, c'est des traditions qui bougent. C'est des traditions qui s'adaptent. En fait, nous, on est allé transposer sur eux notre volonté de figer les choses pour qu'ensuite, on dit « Ah non, 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 là, tu t'es gouré d'un mot sur le kalao, on en est au 3e jour, 2e heure, 5e minute. C'était pas le momo, c'était le hara. Mais oui, mais en fait, non. Parce que ce qui est intéressant aussi dans les chamanismes, c'est que c'est des traditions qui évoluent et qui bougent, parce qu'elles restent orales, justement. Mais du coup, pour moi, vraiment, elles s'appauvrissent à différents niveaux. D'abord parce que déjà, il y a des choses qui se perdent, parce qu'il y a des transmissions qui ne se font pas. Et puis il y a ce truc, en fait, de l'ethno qui veut absolument tout boucler, tout caler, et puis après, ça bouge plus. Mais en tout cas, ça reste des traditions, et quand t'es pas dedans, et quand elles disparaissent, comment tu fais? Comment tu fais? Enfin, moi, j'ai été brièvement initié par des Amérindiens, mais pour autant, je peux pas dire que je fais partie d'une tradition chamanique, parce que j'y connais que chi, en fait. Je connais quelques tabous, je me suis rasé la tête quand mon frère est mort, il y a des trucs que j'ai pas mangés pendant la première année, et puis je sais pas pourquoi, je connais pas les légendes en conséquence, parce que mes amis sont pas hyper francophones non plus. C'est pour ça que, ouais, effectivement, avoir un projet comme de danser avec un puma sauvage, ça peut paraître un petit peu quelque chose qui soit de l'ordre du combat de coq ou d'un gars qui veut se la péter à dominer ou à maîtriser le sauvage. Sauf qu'en fait, moi, c'est absolument pas mon cas. C'est juste que comme je connais pas les choses qui peuvent faire que je puisse en devenir un pour danser avec comme ça peut se faire en Amazonie ou au Mexique, ils ont la danse du venado, c'est le cerf de Virginie qu'ils chassent. Et du coup, ils ont une danse où les chasseurs, en fait, dansent la scène de chasse en étant parfois chasseurs, parfois chassés. C'est vrai que c'est super intéressant, mais eux, ils font ça dans une culture qui permet la libération de l'imaginaire nécessaire à réaliser ce genre de choses dans une certaine ampleur. Alors que nous, je sais pas, mais tu prends quelqu'un dans la rue et tu lui demandes de danser comme un cerf, il va te rire au nez, non? Moi, je suppose. Ouais, penser que tu te fous de sa gueule. Alors que ça serait tellement beau de danser naturellement comme un cerf. Sauf que, enfin voilà, du coup, moi, je suis pas d'une tradition chamanique. Du coup, j'ai envie de retourner à la source. C'est-à-dire le moment où en fait, enfin, le puma, c'est comme un autre, mais un autre qui serait pas humain. Et puis, le but du jeu, c'est de réussir à évacuer tout ce qui pourrait être réaction négative, soit pour l'un, soit pour l'autre. Je veux dire, j'ai pas envie de me faire bouffer par un puma, c'est vraiment pas mon but. Moi, je voudrais juste réussir à prouver qu'il est capable, qu'il est possible d'avoir des rapports sains avec des animaux sauvages, même s'ils ont la capacité de nous bouffer tout cru.
Tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent à... Je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais qui vont nager avec des grands requins blancs. Mais moi, je ne cherche pas la performance ou le truc qui va faire que je vais passer pour un super mec. Moi, je m'en fous. Je veux juste prouver que ça peut être possible d'avoir des rapports cordiaux avec un animal sauvage, en fait. Pour moi, en fait, ce serait un peu l'étape d'après, quoi. Parce que ça changerait la donne. T'imagines que tu peux danser avec un puma, peut-être que les pumas, on les verra autrement. Ce qui est toujours un peu dur, c'est de dessiner un peu les contours de ce qui se transforme. Euh, la première fois que mon travail et moi, on s'est vraiment transformés, c'était... bon voilà, l'image que j'utilise souvent, c'est l'histoire de la chenille, la chrysalide et l'imago. Ouais, c'est que bon, la chenille, elle consomme son environnement afin de pouvoir se transformer en chrysalide. Dans la chrysalide, il y a cette espèce de mystère qui est la métamorphose, qui fait que l'individu non mature sexuellement devient mature sexuellement. Mais moi, ce que j'aime bien aussi chez les papillons, enfin surtout les papillons diurnes du coup, c'est qu'une fois qu'ils sont adultes, ils se nourrissent du pollen des fleurs et en fait, ce faisant, ils participent à la reproduction des espèces qu'ils ont consommées dans leur phase larvaire. Et en fait, c'est ça une écologie propre. Mais une fois que la transformation s'est faite, bah, du coup, j'ai commencé à, à équilibrer un petit peu mon écologie. Et puis, il y avait cette forme de maturation que je ne saurais pas super bien expliquer pour l'instant, mais au moins, elle a pris forme dans le fait que je m'engage dans une pratique artistique, c'est ce qui manifestement était une bonne idée, puisque jusqu'au moment où j'ai commencé, toutes mes tentatives professionnelles étaient des gros échecs. Et à partir du moment où je me suis lancé dans la pratique artistique, alors là, ça a coulé, mais alors comme l'eau de la rivière. Et à partir du moment où j'ai commencé à devenir artiste, par contre, j'ai essayé la voie traditionnelle. C'est-à-dire que tu rentres dans une galerie, que tu participes au marché de l'art, tu crées des expositions en répondant à des commandes pour des musées publics, des fondations privées, etc., etc. C'était vraiment génial parce que j'ai appris énormément de choses. Sauf que la problématique environnementale, alors déjà, mon alimentation s'est transformée, mon rapport aux autres s'est transformé, la façon dont mon rapport à l'espace s'est transformé aussi. J'ai de plus en plus de mal à vivre en intérieur, par exemple. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que si j'avais pas un minimum de faune sauvage autour de moi, en fait, ma vie, elle n'était pas complète. Sauf qu'aujourd'hui, c'est en train de devenir un luxe, une vraie faune sauvage, en fait. Pas facile de trouver un endroit où il y a un environnement complet aujourd'hui. Même en Guyane, où j'ai travaillé dans la forêt pendant 3 ans, au début des années 2000, j'y suis retourné en 2017, il y a des zones, en fait, il n'y a plus rien dessus. C'est bien gentil de parler d'écologie, mais comment est-ce que moi je peux dormir correctement si je parle d'écologie et qu'à côté de ça, j'utilise des dérivés du pétrole, que ce soit la mousse polyuréthane, les peintures acryliques, les vernis, les cols. Si je peux me permettre de donner mon ressenti sur le marché de l'art, en fait, les gens qui achètent des œuvres d'art, ils veulent des œuvres qui soient pérennes, qui durent dans le temps. Sauf que moi, en fait, je fais des choses qui ressemblent à la nature. Ça veut dire que mes œuvres, elles sont fragiles. Parce que je trouve que la fragilité, elle a vraiment des qualités esthétiques. Et quand même, beaucoup sont aussi périssables. Parce que quand tu travailles avec de la peau, ou même encore pire, avec des plumes, si tu veux conserver une œuvre en plume, il faut que tu balances des pesticides qui sont même dangereux pour les humains, en fait. Donc j'ai décidé de tourner mon travail vers des techniques plus propres. Et j'essaye maintenant aussi, comme le tissage, la céramique, la fonte de métal. C'est quand même... bon, c'est pas, la fonte du plomb, c'est pas forcément beaucoup plus propre que d'utiliser des résidus de pétrole. Mais
Mais la fonte du métal, Enfin, le métal, c'est naturel. Le pétrole aussi, mais pas quand c'est transformé, quoi. Donc ça, c'est le premier point au niveau de la matière utilisée. Un autre point, c'est comment est-ce que j'inscris ma pratique dans quelque chose qui pourrait ressembler à du développement durable. Bon, bah, déjà, du coup, moi, plutôt que de faire voyager, tout le monde voyage. Et le voyage des humains, je ne sais pas comment est-ce qu'on va réussir à gérer cette question-là, notamment les transports en avion et tout. Comment est-ce que tu veux faire autrement? Pour l'instant, il n'y a pas trop de solutions, mais les œuvres d'art, elles voyagent, elles passent leur temps à voyager d'un lieu d'exposition à un autre. Et après, elles retournent au stockage en galerie. Et après, elles repartent à un autre endroit, etc., etc. Et elles s'abîment à chaque montage, à chaque démontage. Moi, maintenant, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de poser mes pièces dans un endroit où les gens continueront à se déplacer, puisqu'ils le font. Par contre, mes pièces, j'ai plus envie qu'elles bougent. Parce que leur transport et tout, c'est pas super propre. Et donc ça, c'est sur, sur les voyages et les transports. Et l'autre chose, c'est que j'aimerais bien réussir à développer le caractère, un caractère plus sacré dans mon travail, en fait. Mais ça, c'est tout récent. Je ne sais pas encore comment je vais réussir à amplifier cette chose-là, mais comme j'ai l'impression que, en tout cas, quand les gens me parlent par exemple du fleuve céleste que j'ai fait et dont je vous ai parlé tout à l'heure là, et qui me disent que c'est une pièce qui a un caractère sacré, ce que je remarque en même temps, c'est que c'est celle qui a l'air d'avoir eu le plus d'impact. Donc du coup, moi, c'est ça que j'ai envie de développer. Mais ça va peut-être impliquer que j'accepte... Enfin non, ça implique déjà en fait que j'accepte de laisser des choses de mon travail qu'il y avait avant et que je le laisse se transformer pour qu'il puisse prendre en force et du coup potentiellement être plus efficace. Même, enfin, je sais pas si l'efficacité ça doit être une recherche, mais là en l'occurrence j'ai pas d'autres mots pour parler de ça. En fait, depuis que j'ai travaillé pour le Palais de Tokyo à ma première grosse installation, j'ai pris l'habitude de travailler avec d'autres personnes, souvent des étudiants en art, qui m'aidaient à construire mes grosses sculptures ou mes installations. Et j'ai pu me rendre compte, en voyant les années passées, que ces travaux collaboratifs avaient eu des impacts positifs pour certains d'entre eux, parce qu'il y en a qui ont commencé à devenir des bons artistes, qui font du bon travail derrière. Et comme pour moi, je dis pas qu'il faut... c'est bien qu'il y ait un équilibre, mais il faut, même si le statut est merdique et que c'est un boulot un peu à la con, il faut qu'on ait encore des artistes pour soulever des questions avec l'innocence de l'imaginaire et pas le poids de la raison. Et puis, l'année dernière, j'ai commencé aussi à travailler avec cette fois-ci avec des bénévoles ou des volontaires, qui étaient souvent les réseaux de commanditaires, comme par exemple l'abbaye de Fontevraud qui m'a demandé de faire une installation. Je lui ai dit il me faut du monde. Ils m'ont dit d'accord, on va te mettre en contact avec nos bénévoles. Et alors en fait, du coup, le bénévolat, moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui est hyper fort. Du coup, dans le dernier projet que j'ai monté à Lille et qui est encore en cours, j'ai proposé à mes partenaires de partir sur la base du volontariat pour réaliser la totalité des nouvelles pièces qui seraient présentées. Et du coup, il y en a quand même un sacré paquet.
Il y a un arbre en papier mâché qui fait 6 mètres 30 de haut, il y a un truc en laine collée qui fait 30 mètres carrés, il y a plein de sculptures, il y a des céramiques, il y a des tas de choses. Et ça nous a demandé 6 mois de travail. Et en fait, j'ai fini. À la fin, en fait, il y avait 187 personnes qui avaient participé volontairement. Moi, je les ai appelés les volontaires. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié chez eux, c'est qu'ils venaient à la fréquence qu'ils voulaient. Hein. Ils étaient vraiment libres. Il y en a qui sont venus une fois, ils n'ont pas eu envie de revenir. C'est pas grave. Il y en a qui sont venus tous les jours pendant 6 mois. En même temps, ce dont j'étais sûr, c'est qu'à chaque fois qu'ils venaient, en fait, c'est qu'ils avaient envie de faire quelque chose. Et quand tu as l'envie de faire quelque chose, quand même vachement plus de chances pour que tu le fasses bien que si tu n'as pas envie de le faire. C'est un peu la différence entre le travail volontaire et le travail salarié pour moi. Je savais déjà, pour avoir travaillé avec des étudiants ou avec des jeunes, que l'intervention d'une personne qui n'a pas forcément qui n'a pas forcément l'étiquette d'artiste, ça ne va pas avoir d'impact négatif sur la qualité de l'œuvre en fait. N'importe qui peut faire une œuvre d'art en fait. Déjà ça, je trouve que c'est hyper beau comme idée. Ce serait bien qu'on le démocratise un petit peu parce que tout le monde peut en faire. Bon, après, il y a des gens qui ont des goûts plus ou moins discutables. Les gens de mon équipe, ils m'ont dit que j'avais fait le travail d'un chef d'orchestre. Que moi, je n'étais pas censé être le chef. Ouais, c'était organisation horizontale. On n'avait pas le droit, enfin on évitait, j'ai fait tout ce que je pouvais et ça ne s'est pas produit pour qu'on évite des sujets qui pour moi font partie de l'intimité comme la politique. Les questions de la, enfin voilà, orientation politique, orientation sexuelle, foi, toutes ces choses-là en fait c'était vraiment, on rentrait dans l'atelier, c'était, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de partager ça, on n'est pas obligé d'avoir tous la même foi, on n'est pas obligé d'avoir tous le même parti politique. Il ne faut pas que ça nous empêche de faire des choses ensemble. Il y a un autre point qui était hyper intéressant aussi, c'est que bon, il y avait des moments où les gens ils parlaient entre eux, ils se racontent leur life et tout, tu vois, ah, les enfants, les petits-enfants et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ils sont volontaires si tu veux, ils font ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. Sauf qu'il y avait aussi des moments où les gens ils se mettaient tous à bosser et du coup, l'action reprenait le dessus sur la communication. Parce que pour moi, vraiment, on est dans un moment où on est dans un excès de communication et une carence d'action, en fait. Parce que y a des questions, si tu ne trouves pas de réponse, c'est que tu n'as pas accumulé suffisamment d'expérience pour trouver la réponse. Donc, il faut essayer des nouveaux trucs. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que maintenant, en fait, les volontaires, ils ont tellement kiffé qu'ils veulent continuer. Du coup, on essaye de trouver un endroit où on va pouvoir essayer de développer des objets qui, à la fois, aient un impact écologique positif et une belle esthétique. Alors, ça va peut-être commencer par de la vaisselle. Alors, on va peut-être faire juste des bêtes assiettes. Mais il faut commencer par quelque chose. Et puis, peut-être qu'à partir du moment où on aura commencé à sortir des bêtes d'assiettes, eh ben, on pourra se poser la question du transport, par exemple, ou d'autres choses. Mais du coup, quelles conséquences ça a pour moi, ça? C'est que déjà, je ne suis pas sûr que je vais rester dans une démarche... je ne suis pas sûr que je vais rester artiste contemporain. C'est pas impossible que je me détourne un petit peu plus vers une pratique d'artisanat, d'art. J'ai envie d'avoir un travail propre aussi. Un travail qui touche plus au... Tu vois, comme les... C'est en ethno que j'avais vu ça, le caractère sacré des objets chez les peuples d'Amazonie, ou encore les plus gros exemples, on en a plein les musées, les objets rituels à travers toute l'Afrique. Parce qu'en fait, l'objet, il a une naissance, il a une mort, et puis en fait, la façon dont il est décoré, tous les symboles qui le recouvrent, ça lui donne une dimension qui fait de lui quelque chose de vivant. C'est un peu ça que j'aimerais toucher, parce que c'est un peu comme l'idée de danser avec un animal sauvage. Parce que si tu réussis à redonner une dimension vivante à un objet, à l'époque où notre rapport a été largement transformé par toutes les nouvelles technologies, enfin, maintenant tu as un téléphone, il est foutu, tu le jettes, puis tu reprends le même, tu mets ton identifiant, ton mot de passe, et en fait, il devient exactement comme celui qui était avant. En fait,
c'est des copies, mais c'est des... Il y a rien, enfin, il y a rien de vivant là-dedans, en fait. C'est de la consommation pure. Et si on réapprenait à respecter un peu les objets aussi. Parce que c'est pareil, bon, on peut pas, pour le sauvage, on peut parler des animaux, on peut parler des végétaux, mais enfin, il y a plein de peuples, t'en as cité tout à l'heure, mais chez les Indiens de Guyane, c'est pareil, en fait. Eux, ils ont eu des rapports sexuels avec tout ce qui fait nature. Ils ont des ancêtres qu'on couchait avec la rivière, qu'on couchait avec les arbres, qu'on couchait avec la montagne, avec les oiseaux, avec tout. Et du coup, tout est un petit peu vivant. Mais si tu pars du principe, par exemple, que, enfin, je sais pas, on prend une pierre et on considère que sa vie, elle va durer plusieurs millions d'années et que, bah, en fait, oui, voilà, si tu changes l'échelle du temps, une pierre, elle peut être vivante. Elle peut naître de fusion ou de pression à je ne sais pas trop quelle altitude sous terre. Et puis elle va ressortir dans une montagne et elle va se fragmenter, elle va devenir du sable ou participer à la formation de l'argile ou des trucs comme ça. Mais en fait, tout peut être vivant. C'est qu'une question de point de vue, une question d'approche. Et les paysages aussi. Je pense que ma réponse elle va forcément être biaisée par ce qu'on appelle aujourd'hui les angoisses écologiques, quand même. Parce que. Enfin, j'ai appris beaucoup. J'ai appris les papillons quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup les oiseaux aussi. Et du coup, je connais bien les oiseaux dans des pays différents aussi. Et comme je les aime beaucoup, quand il y en a, j'aime bien les voir. Et quand il n'y en a pas, je me rends compte. Par exemple, je me rends compte en ce moment que dans l'appartement où je vis à Lille, bah, j'entends pas les martinets. Tu vois, alors que j'ai pas vécu toute ma vie en France non plus, mais je connaissais pas d'endroit où on n'entendait pas les martinets. À partir du moment où les beaux jours arrivent, tu as toujours cette espèce de petit cri strident là, qui est... Puis ça vole et puis ça rigole en l'air. Pourtant, il y en a à Lille. Parce que vendredi soir, j'en ai entendu chez un ami qui vit plus au nord. Mais moi, j'ai pas de martinet. Et par contre, ce qui est clair aussi, c'est que par rapport à quand j'étais enfant, il y a beaucoup moins de papillons. Même des classiques, hein, comme le pan du jour, la petite tortue, le vulcain. Aujourd'hui, quand j'en vois un, je me dis « Ah ouais, il y en a un !» Mais en même temps, j'ai une espèce d'angoisse qui me dit « Mais pourquoi est-ce que j'en ai pas déjà vu 30 cette année, quoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des orties Pourquoi on leur plante pas juste les plantes qu'il leur faut pour les nourrir ? Pourquoi est-ce qu'on continue à mettre plein de trucs d'ornement Pourquoi on ne s'occupe pas des espèces invasives qui sont un véritable fléau ? Le sauvage, il est... Enfin, en tout cas pour moi, en Europe, la terre, elle est déjà subclaquante. Parce que ça fait trop longtemps, en fait, qu'on lui prend tout sans rien lui rendre. Même nos excréments. Comment est-ce qu'on peut prétendre encore... Enfin, je veux dire, les animaux, ils rendent tout à la nature. Nous, on chie, on pisse dans la flotte quand même. Hein. On renvoie tout dans l'eau. La faune chez nous, bon, à part quelques grands mammifères, le chevreuil, est-ce qu'on peut parler de grands mammifères ? On a des renards. Après tout le reste, c'est des petits trucs. Les seuls animaux qui pourraient peut-être encore être un petit peu sauvages, c'est les oiseaux et les insectes. Mais les oiseaux, c'est comme les insectes. Enfin, à part des mésanges. Alors si, tu vas te balader dans des réserves naturelles, tu vas voir des trucs, mais de toute façon, a priori, la biomasse du sauvage diminue au fur et à mesure que la biomasse humaine, elle s'agrandit. Du coup, comment est-ce qu'il va évoluer le sauvage ? Pas trop d'idées, parce que
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils trouvent toujours un moyen pour ressortir quelque part. Euh, Moi, ce que je me dis, c'est que si on continue comme ça, en fait, à transformer euh, tout ce qui fait nature, et pas seulement les animaux et les plantes, hein, mais c'est aussi toutes les ressources. C'est tout ce qu'il y a dans la terre, c'est le sable qu'on prend pour faire des maisons, c'est tous les métaux, toutes les pierres, toute l'eau. On prend tout ça pour en faire des humains, mais le jour où on aura tout transformé, en fait, la sauvagerie, elle n'aura plus que nous pour s'exprimer. Et du coup, moi, je pense que c'est à travers nous qu'elle reprendra le dessus, mais ça, en même temps, enfin, pour moi, par exemple, ça génère un peu des images de cauchemar. Parce que, par exemple, le jour où il n'y aura plus que des humains, qu'est-ce qu'on va manger?